Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans 1, 2, 3 Santé. Ravie de retrouver également le docteur Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Malika. Et comme chaque semaine, nous parlons de la santé de la famille. Et aujourd'hui, une question qui suscite beaucoup d'intérêt chez la jeune maman, l'allaitement. Comment bien donner le sein? Quels sont les bienfaits du lait maternel? Comment réussir son allaitement? Nous vous donnerons toutes les réponses. Écoutez, sans plus tarder, la question du jour. 1, 2, 3 Santé, je souhaiterais savoir si toutes les femmes peuvent allaiter. Et pour répondre à cette question, nous recevons Marielle Cheraldini. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme et vous avez un diplôme spécialisé en lactation. Vous allez donc tout nous dire aujourd'hui sur le lait maternel. Est-ce qu'on peut commencer avec le colostrum? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, le colostrum, c'est le tout premier lait dont le nouveau-né va pouvoir profiter. Et ça permet une transition directe entre l'alimentation en cours de grossesse et l'alimentation à la naissance. C'est un lait qui est très très riche. C'est un lait pas comme on l'entend au sens habituel. Il n'a pas du tout l'aspect d'un lait habituel. Mais par contre, il a toutes les propriétés qui sont nécessaires pour que l'enfant soit bien alimenté dès la naissance. D'accord. Alors justement, quelles sont les propriétés du lait maternel? Le lait maternel permet au nouveau-né de bien établir sa digestion et de se développer de façon équilibrée pendant les premières semaines, les premiers mois de vie et accompagne tout le développement de l'enfant. Il contient quoi? Des nutriments, des vitamines, du calcium? Oui, nutriments, vitamines, calcium. En soi, c'est pas la composition précise du lait maternel qui est importante, mais c'est de bien intégrer que sa composition va permettre à l'enfant de se développer au mieux. Et plus l'enfant va pouvoir en profiter, plus les effets sur sa santé vont s'en ressentir aussi bien à court terme, à moyen terme et aussi sur le long terme. Donc jusque dans la vie adulte en fait. La composition en fait est calquée sur les besoins précis du bébé. Il est formaté pour lui, il est fait pour lui. D'autant que c'est une période où le bébé va grandir très vite. Non seulement la croissance, mais c'est surtout les besoins en développement de son cerveau, parce que ça a pour but de développer l'intestin, mais de mettre en place tous les éléments de développement du cerveau et des moyens de défense de l'enfant. Il ne faut pas oublier que c'est une période très fragile pour le bébé, donc ça répond exactement à tous les besoins de l'enfant à cette période-là. Ça va le protéger des maladies? Des infections, mais elle va nous en parler longuement. Ça protège contre presque toutes les maladies, puisque c'est une période extrêmement difficile. L'allaitement maternel permet de mettre en place, de continuer ce qui a été fait pendant la grossesse, c'est-à-dire la mise en place des grandes fonctions de l'organisme. Le système immunitaire, par exemple, est mis en place grâce à l'alimentation au début. Et c'est un aliment qu'il digère facilement. Oui, c'est un aliment qui digère facilement et c'est ce qui explique en partie le fait que les mises au sein doivent être répétées très fréquemment au début parce que la digestion est rapide et surtout le nouveau-né sort d'une vie intra-utérine où il était nourri en permanence. Alors justement, vous avez parlé de mise au sein. C'est une des premières questions que se pose la maman. Comment donner le sein? Un bon démarrage de l'allaitement est certainement la clé du succès. Écoutez les conseils des sages-femmes. Pour une bonne mise au sein, il faut que la mère soit confortablement installée, donc qu'elle soit adossée de préférence, si elle a la possibilité plutôt que de s'asseoir sur le rebord de son lit. Donc ça c'est important, être à l'aise, être bien installé, avoir un dos bien calé. Et ensuite il y a la position de bébé qui va être importante. Donc il y a plusieurs possibilités. Pour mettre bébé au sein, on peut avoir plusieurs positions. On peut avoir la position madone, la madone inversée. On peut avoir la position aussi en ballon de rugby. Ensuite, il y a la position qui est allongée. Donc ça, c'est 4 principales. Là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est plus la position madone inversée, où en fait, bébé est poussé avec
l'avant-bras sur la mère et sa tête va reposer sur la main de sa mère. Ensuite, l'idéal, c'est de laisser bébé venir tout seul au sein. Sinon, on peut essayer de stimuler au niveau de la bouche de bébé avec le mamelon, la lèvre supérieure, pour voir si bébé ouvre davantage la bouche et ensuite l'avancer vers le sein pour qu'il puisse le prendre. Voilà. Donc c'est a priori simple à expliquer, mais à mettre en pratique, c'est différent. Donc la mise au sein, elle peut se faire naturellement lorsqu'on a le bébé en peau à peau sur soi après la naissance. Dans ce cadre-là, on voit des bébés qui tout doucement glissent vers le mamelon. Mais c'est pas toujours quelque chose qui se fait de façon naturelle. Et parfois, on a besoin d'installer le bébé, d'aider la mère et de l'accompagner pour que le bébé puisse prendre le sein. Donc tout dépend du démarrage. Et c'est vrai que plus on a un démarrage qui se fait facilement, et meilleure est la poursuite de l'allaitement. Alors le démarrage, c'est les premières heures qui suivent la naissance. L'idéal pour avoir un allaitement qui se passe du mieux possible, c'est d'avoir justement un bébé qui est en peau à peau pendant l'heure qui suit sa naissance. Donc sur sa mère, on va le recouvrir pour qu'il n'ait pas froid, mais il va être réchauffé par la chaleur de la peau de sa mère. Il reste aussi du coup en contact avec la peau. Et il va être orienté par l'odeur du mamelon, qui est une odeur qui est proche du liquide amniotique, qui l'attire et qui peut éventuellement le guider pour la prise du sein. Mais ce n'est pas forcément tous les bébés qui vont avoir le réflexe. On est vraiment plus large pour pas le gêner dans la prise. Du coup, comment je le tiens, ouais. Là, c'est mieux du coup de tenir avec ce bras-là. Okay. Voilà. Donc vous le tenez avec la main qui est au niveau de la tête. Et après, c'est pareil. Le mamelon. Allez, vas-y. Là, il vous regarde. Mais oui, tu as faim. Il n'y a pas de lait dans la main. Voilà. Ok. Donc là, on est bien positionné. Ouais, il pareil. lâche en fait. Ouais. Mais pourquoi tu lâches? Mais oui. Là. Et le nez dégagé, ça permet de dire aussi que vous n'aurez pas de crevasse parce que c'est une position optimale aussi pour votre sein. Et quand tout à l'heure je disais que c'était difficile le démarrage de l'allaitement et que on avait parfois des facteurs maternels ou les deux, en fait on a des mères qui ont le bout de sein qui est ombiliqué, c'est-à-dire qui ne ressort pas. Et donc du coup, ça peut être aussi une difficulté, bien que ça ne contre-indique pas l'allaitement. Donc là, on voit qu'il est bien positionné puisque le nez est dégagé naturellement. Il est bien enfoui au niveau du menton dans le sein de sa mère. Et il est, alors on dit en général ventre contre ventre, alors là ça va être plus peau contre peau, mais il a le ventre tourné du côté de sa mère. Et avec l'avant-bras qui tient bébé bien contre vous et la nuque qui n'est pas bloquée, la main elle est juste posée derrière la tête. Donc de temps en temps il fera des pauses, c'est normal, et ensuite il va reprendre avec des mouvements de la mandibule. Voilà, donc là on voit des mouvements amples au niveau de la mandibule. Voilà, qui permettent de savoir qu'on a une tétée nutritive. Marielle Cheraldini est toujours avec nous. Vous êtes sage-femme. Je rappelle que vous êtes spécialiste en lactation. Est-ce que c'est important d'être aidée pour allaiter ? Oui, bien sûr. C'est important d'être aidée pour allaiter. Et historiquement, les femmes ont toujours été accompagnées dans leur allaitement. C'était plutôt les mères, grand-mères, tantes qui les accompagnaient.
Les structures des familles ont beaucoup évolué et aujourd'hui, en tant que professionnels, notre mission, c'est de pallier justement à cette dislocation du tissu familial en étant présent aux côtés des mères pour les accompagner dans cette démarche positive, aussi bien pour leur santé que pour celle de leur enfant. Et j'imagine que c'est une question que vous abordez avant l'accouchement. C'est une question tout à fait à aborder avant l'accouchement, dans le cadre du projet de naissance et plus précisément d'un projet d'allaitement qui pourra être accompagné, étayé par une sage-femme la plupart du temps, puisque ça fait partie des missions des sages-femmes qui accompagnent les grossesses des mères. Docteur Perianin, est-ce que c'est important d'allaiter ? Oui, c'est important d'allaiter. Pour toutes les mères qui ont choisi d'allaiter, c'est un rêve qu'elles ont conçu parce qu'elles savent que c'est important pour leur bébé. Donc c'est important de les aider aussi. Et nous, professionnels, nous sommes là pour les encadrer, pour les aider à réaliser leurs rêves. C'est important de cette aide, j'ai dit, parce que c'est une période qui est difficile, qui met en place la confiance qu'elles ont en elles. Elles ne voient pas la quantité de lait qu'elles donnent à leur bébé. Et c'est naturellement qu'elles peuvent se poser, qu'elles peuvent avoir des doutes sur se poser la question si elles nourrissent bien leur bébé, si elles leur donnent suffisamment. Donc, c'est tout à fait important. Mais en même temps, c'est un rêve, comme j'ai dit. Mais pour autant, Madame Cheraldini, comment ne pas culpabiliser non plus les femmes qui ne désirent pas allaiter ? La vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on accompagne chaque femme dans un projet d'allaitement, mais qui se construit dès la grossesse, dans le cadre du projet de la naissance. Et donc, ce sont des questions sur lesquelles il va falloir échanger très tôt dans la grossesse, avec la sage-femme qui suit la grossesse, qui va permettre à chaque femme de comprendre l'intérêt de l'allaitement. Une fois au fur et à mesure que la grossesse se poursuit, ça permettra à chaque femme de se positionner. Et c'est vrai que mieux on comprend l'intérêt d'une action et mieux on y adhère. Ensuite, certaines femmes vont effectivement choisir d'autres façons de nourrir leur enfant. Et quoi qu'il en soit, ce qu'il est important aussi pour nous en tant que professionnels, c'est d'entretenir et de préserver la relation parent-enfant et la relation de proximité qui est importante entre la mère et l'enfant, qui certes va être accentuée par l'allaitement maternel, mais qu'il va falloir aussi encourager, même lorsque ce sont d'autres options qui sont retenues, et en particulier pour les mères qui éventuellement ne pourraient pas allaiter, puisque les contre-indications sont rares, mais existent. Et dans tous les cas, maintenir la proximité mère-enfant, c'est bénéfique pour le développement psychologique de l'enfant, de sa mère, et de façon générale pour le bien-être de la famille. Alors, vous avez parlé de projet d'allaitement. Il serait souhaitable que le projet d'allaitement soit construit avec le père aussi, et peut-être même avec l'entourage pour permettre un effet bénéfique. Oui, idéalement, un projet d'allaitement se construit déjà avec comme acteur principal le père et la mère, mais toute la famille proche qui gravite autour de la mère, c'est important qu'elle soit informée du choix de la mère, qu'elle puisse l'accompagner le plus possible de façon positive et que la mère aussi puisse très tôt cerner dans son entourage qui pourra lui servir de soutien, vers qui elle pourra se retourner pour confier ses doutes. À savoir que les personnes qui éventuellement n'auraient pas compris son projet, elle pourra adopter des attitudes avec elle qui lui permettront d'aller quand même jusqu'au bout de ce projet, puisque plus qu'un rêve, c'est un projet qu'on cherche à concrétiser en fonction des possibilités de chacun, et c'est plutôt ça, c'est la notion de projet qu'il faut retenir. Madame Cheraldini, vous restez avec nous. On va à présent faire le tour des idées reçues sur l'allaitement. Nous a rejoint sur ce plateau Véronique Davidas, aux côtés de Madame Cheraldini. Véronique, vous êtes sage-femme, mais avant tout maman de 2 enfants que vous avez allaités. Vous êtes venue pour témoigner. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu vos allaitements ? Alors déjà, l'allaitement, comme disait Madame Cheraldini, c'est un projet. Pour mes 2 grossesses, j'avais fait le projet d'allaiter mes enfants parce que je connaissais tous les bénéfices de l'allaitement maternel. Mes 2 allaitements se sont très bien passés. Sincèrement, je n'ai aucun regret.
d'avoir allaité mes enfants parce que tout s'est bien passé. Voilà. J'ai beaucoup été accompagnée, donc c'est vrai que je suis sage-femme, mais j'ai été accompagnée par mes collègues qui m'ont donné encore des conseils pour mon allaitement, et j'ai vraiment été entourée par ma famille qui m'a soutenue, notamment mon époux qui a été là pour gérer tout ce qu'il y avait autour, me permettant de je ne dirais pas focaliser, mais de vraiment être avec mon bébé, mes 2 enfants, pour pouvoir les allaiter sans problème. On va parler dans quelques instants de l'alimentation de la femme enceinte, c'est primordial. C'est important de se poser les bonnes questions concernant l'alimentation, certes pendant la grossesse, et de toutes les façons, en prenant de bonnes habitudes alimentaires pendant la grossesse, c'est déjà bénéfique à la santé de l'enfant, et ces bonnes habitudes vont se poursuivre avec l'allaitement. Et c'est bien sûr bénéfique pour la santé de la mère aussi. Tout à fait. Alors, quels sont les aliments à privilégier, ceux qu'il faut peut-être éviter? Voici quelques conseils utiles. Inès Honoré, sage-femme, reçoit Nadège, une jeune maman qui a choisi l'allaitement pour l'alimentation de son bébé de 3 semaines. Quand et comment s'alimenter? Quels sont les aliments les mieux adaptés pour une mère qui allaite? Écoutons les conseils d'Inès. C'est bien installé? Oui, ça va. Je vois que Petch boit. Elle a faim. Oui, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Ça se passe bien? Ben ça va, mais je me sens un peu fatiguée. Je sais pas si c'est dû à l'allaitement, justement. Je me sens un peu vidée. Je sais pas si je mange assez bien. Alors, ça fait 3 semaines que tu es dans ce rythme d'allaitement répété. Oui. Donc déjà là, elle est bien installée. Donc ce que tu dois savoir au niveau de l'alimentation, c'est un peu ce qu'on a vu pendant la grossesse. C'est la continuité. Donc c'est bien manger en fait des fruits et légumes, à peu près on va dire 5 par jour comme il est recommandé. Donc dans les fruits, dans tout ce qu'on a de locaux, donc ça peut être très avantageux. Au niveau des légumes, on a aussi au niveau de nos marchés locaux en fait tout ce qu'il faut. D'accord, que ce soit cru, cuit, en conserve, voilà, mais en tout cas on a des choses qui sont à disposition qui peuvent t'aider. Au niveau de la boisson, c'est de l'eau. Oui. Et tu ne buvais pas beaucoup d'eau non plus. Non, je ne buvais pas beaucoup d'eau. Ouais. Bon, là je bois un peu plus parce que j'ai très soif, malgré tout. Ouais. Donc 2 litres, on va dire 2 litres 5 par jour, donc sachant qu'on a 1 litre qui sont amenés un peu par les aliments et le reste par la boisson. Alors l'eau minérale de préférence, parce que tu es sûr qu'il y a des minéraux qu'il faut pour ta supplémentation, donc du coup de calcium, magnésium, et puis des jus de fruits plutôt locaux. Éviter tout ce qui est jus trop sucré, les sodas. Alors à éviter surtout l'alcool, bien sûr. Je ne peux pas ne pas citer le tabac, le cannabis et tout, ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, il faut faire attention. Et puis, au niveau du café, si tu avais l'habitude, tu peux en fait, à la rigueur, prendre 3 tasses de café léger maximum. Sinon, un peu quand même, je ne pensais pas. Voilà, c'est autorisé jusqu'à 3, mais si tu peux diminuer, ce serait très bien. Ainsi que le thé, puisqu'il y a de la caféine dedans et ça peut rendre bébé un peu excité. Oui. Si on a l'habitude de manger des légumes verts, est-ce que ça provoquerait pas des coliques au niveau du bébé? Non, il y a des fibres. Non, pas de... Au Il faut que tu manges équilibré toi-même. Ouais. Et comme tu parles de fatigue, mieux tu vas manger toi-même équilibré, encore une fois, ça t'apportera tout ce qu'il faut. Ne pas sauter les repas, c'est important. Bébé te sollicite beaucoup en fait, donc sur une journée, tu as très peu de temps pour toi. Donc associé à l'alimentation, bien sûr, le repos. Donc voilà, tout simplement. Après chaque tétée, par contre, j'ai très faim. Mais les tétées, il y en a plusieurs dans la journée, donc je peux pas manger 6 fois par jour. Non, on peut pas manger 6 fois par jour. On va rester sur les 3 principaux repas en tout cas. Mais en tout cas, s'ils sont bien structurés, tu devrais avoir moins faim. Et s'il le faut, tu prends un encas, tu privilégies en fait quelque chose de pas du tout gras, de pas sucré. Ça peut être un yaourt en fait non sucré. Ça peut être un fruit. Voilà. D'accord. Après, on a l'impression, j'ai l'impression quelquefois, je lui donne pas assez de, comme si mon lait n'était pas assez consistant en fait, qu'il n'était pas assez épais pour elle, qu'il n'est jamais rassasié vraiment.
Après, il faut voir comment se passe la tétée. Il faut qu'elle soit faut que ce soit une tétée bien efficace. Après, elle est libre de prendre comme elle veut. Là, elle le prend très bien. Elle a quelques petites pauses à respecter. Mais si elle s'endort, donc du coup, c'est que voilà. C'est pas suffisant. Il faut, ça soit elle est rassasiée ou c'est pas suffisant. Donc il faut la stimuler un petit peu, qu'elle a jusqu'à la fin de sa tétée pour qu'elle ait la partie grasse de la fin de la tétée. D'accord ? Pour qu'elle justement à ce moment-là, son estomac soit bien rempli. Si elle ne termine pas la tétée convenablement, elle va réclamer beaucoup plus tôt. Donc, tu vois, elle a fait sa pause et elle reprend tranquillement. Okay. Oui, alors par rapport à la montée de lait, ma mère me dit de prendre... D'ailleurs, elle m'en a acheté des bouteilles de Vitamalt. Donc, est-ce que vraiment ça sert ou c'est une idée reçue Alors, je serais partie sur le principe de te dire idée reçue, dans la mesure où, pour moi, en tant que sage-femme, et comme on a fait le cours sur l'allaitement, on a bien expliqué que mettre le bébé au sein de façon régulière, c'est ce qui permettait d'avoir une bonne montée de lait. Donc, boire autre chose à côté, je ne suis pas convaincue. Donc, du coup, ce qu'il faut te dire, c'est que dans l'alimentation va rester donc, tout ce qui est équilibré. Le Vitamalt est assez calorique, donc ne serait-ce que pour ta perte de poids par la suite. Voilà. À l'occasion. Il n'y a pas d'alcool, certes, mais c'est calorique. Donc, pour que tu aies une bonne montée de lait, ce qu'il faut mettre ton bébé au sein, qu'il ait un bon rythme installé. Et s'il le faut, on supplémente en biberon si nécessaire. D'accord. Voilà. Alors, on ne rappellera jamais assez qu'il faut boire beaucoup de l'eau, bien sûr, jamais d'alcool, car l'alcool passe dans le lait. Alors, dans le reportage, Madame Inès Honoré disait que les saveurs passaient aussi dans le lait, mais vous vouliez ajouter, Madame Cheraldini, que ces saveurs passent aussi dans le liquide amniotique quand le bébé est dans le ventre de la maman ? Exactement. L'alimentation de la femme enceinte pendant la grossesse permet au bébé de profiter de la saveur de cette alimentation via le liquide amniotique et donc il y a une véritable continuité à la naissance puisque dans le colostrum, dans le lait maternel, en tout cas dans ce que les seins de la mère produisent, on retrouve aussi les saveurs de son alimentation. Donc ça participe à la continuité et à une transition douce entre la vie avant la naissance et la vie après la naissance. Parce que ce sont des saveurs qu'il va reconnaître. Tout à fait. L'allaitement maternel, c'est donc un début d'apprentissage culturel. Sur le plan gustatif. Et puis par rapport aux apports, boire beaucoup d'eau, c'est surtout que les femmes doivent boire à leur soif. Essentiellement de l'eau, mais ne pas non plus boire à outrance pour faire plus de lait. En fait, naturellement, quand une femme allaite, elle a besoin de boire plus d'eau. Et donc on va l'encourager à boire essentiellement de l'eau puisque c'est la meilleure boisson. Alors je reviens vers vous, vous disiez que vos allaitements s'étaient bien passés, est-ce que néanmoins vous avez rencontré quelques difficultés ? Alors c'est sûr qu'un allaitement qui s'est bien passé ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu de difficultés, puisque voilà. Alors les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est sûr qu'on a quelquefois l'entourage qui dit est-ce que tu es sûr que ton bébé a bien bu ? Est-ce que tu es sûr qu'il a le ventre plein ? Il pleure, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait compléter par un biberon pour qu'il se calme un petit peu ? Alors c'est sûr que quand on a fait ce choix d'allaiter son bébé, il faut avoir confiance en soi et se dire que de toutes les façons, on veut le faire, on y arrivera. Et pas se laisser déstabiliser par l'entourage. Et mettre toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir allaiter son bébé. Et la confiance en soi, c'est le maître mot. Tout à fait. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, qui parfois vivent chez leur mère, par exemple, peuvent être déstabilisées. Quand un bébé se réveille souvent la nuit, c'est difficile de résister à la pression de mettre des biberons. Et au contraire, ça peut même les déstabiliser encore, les faire douter de leur propre capacité à allaiter. Donc c'est vrai que la confiance en soi, c'est vraiment important. Et il faut savoir que de toutes les façons, on voit son bébé évoluer. Hein. On n'a pas Alors, beaucoup de personnes parlent du poids. Est-ce que tu penses qu'il prendra du poids ? On ne pèse pas le bébé tous les jours, forcément, mais on le voit évoluer. On voit comment il se comporte, le bébé. Donc, on sent que c'est un bébé qui est bien. Et après, le bébé sent que nous, qu'on a envie aussi de l'allaiter. Et il a confiance. Et la relation qui se crée quand on allaite son bébé, c'est vraiment... voilà. C'est un moment magique. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et comment gérer, Madame Cheraldini, cette pression ? Que répondre à l'entourage ?
Déjà, tout le travail des professionnels qui accompagnent l'allaitement, c'est justement un travail de réassurance de la maman pour justement l'aider à avoir cette confiance en elle qui va lui permettre de bien mener son allaitement. Ensuite, pour ce qui est de la pression de l'entourage, certes, elle peut être négative puisque l'entourage peut douter. Et quand une maman a confiance en ce qu'elle fait, finalement, elle transmet sa confiance plus facilement à son entourage. Mais aussi, la pression de l'entourage, elle peut être positive, dans le sens où quand vraiment le projet a été préparé, que l'entourage est informé, il aura aussi tendance à pousser la maman à aller vers ce qu'elle souhaite le plus, même dans les moments de doute, les moments de fatigue, puisqu'ils existent. Et donc, d'une certaine façon, prendre aussi le relais des professionnels de santé, étant le maillage proche de la mère. Et le père, dans tout ça, il a aussi un rôle à jouer. Ah oui, tout à fait. Il a un rôle important aussi. Alors, beaucoup moins domestique comme on croit dans les trucs de tous les jours à la maison ou dans l'aide aux enfants. Ça peut quand même aider. Ah, bien entendu, il faut. Mais aussi dans l'aide émotionnelle, dans le support émotionnel qu'il peut apporter à la mère, en étant présent, en étant là dans les moments de doute. D'ailleurs, s'ils ont participé aux séances d'apprentissage à l'allaitement pendant la préparation à la naissance, ou bien lors des consultations chez le médecin, il a appris les gestes qu'il faut avoir, il a appris les conduites pour aider son épouse, pour la renforcer, pour l'aider à avoir confiance en elle. Parce qu'il y a souvent des périodes de doute. Par exemple, la nuit, quand le bébé pleure, alors que la mère a déjà donné la tétée. Souvent, on peut être tenté de vouloir donner, mais si les deux vont dans le même sens, on va se renforcer tous les deux. Et c'est tout à fait important. Et au fur et à mesure, ça peut même augmenter leur complicité à réaliser un projet commun. C'est tout à fait important. Merci, docteur Periana. Merci pour vos conseils, Madame Cheraldini, et merci à vous, Véronique, pour votre témoignage. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Yemouna pour la synthèse. Messieurs et dames, bien bonjour. Là où vous voyez une jeune madame Piti, eh bien, il a rêvé de faire un petit monde, mais surtout de bailler tété. José, Malika et puis tout invité à eux, bien expliquez-nous que ça a fait tout partout assis la terre et surtout depuis non. En final des comptes, l'état moment là bon pour petit monde là, pour développement pour santé, pour développement à cerveau mais surtout il peut permettre bien moment là et petit monde là développer une belle relation solide et en longue complicité. Ce moment là déjà comprendre ça depuis longtemps, mais je dis jour bien la science a montré nous que c'est parole vérité. Avant qu'elle ait passé, là où un jeune maman est sorti à coucher, eh bien, il était tenu toute famille alentour qui était conseillé, encadré, soutenu et surtout qui était poussé à bâtir mon tété. Jodi jour, eh bien, nous avons constaté eh bien, que jeune maman là, souvent de fois tout seul et ces conseils là, qu'à négatif. Mais mon conseil acheter cheval à gros vente pas bailler la vente pour nourrir parce que quand nous avons constaté il y avait paquet de conseils négatifs là ça eh bien ces jeunes mamans là toujours envie ba petite yo tété mais yo ka arrêter trop bonnet parce que yo pas ni confiance dans yo ka dire que ça trop raide mais là ou bien garder la famille ka qui pli naturel qui bat un petit moun tété et ça pas ka coûter rien. Alors les papas et les mamans, si ils ont envie ba petite azot tété, zoni qui t'assisé, parler ensemble, discuter et vrai qu'ils ont encore organisé zot, zot peut aussi rapprocher zot des moun qui conzot, qui ont même l'état d'esprit là et qui jamais expérience là ça et qui peut conseiller zot ou encore zot rapprocher zot des professionnels qui peut bazot on parle assis ça. Messieurs et dames, toujours songer, on sait qu'on nous tient. Alors, sans nous prendre précaution, puis il peut rester docteur. À dans notre soleil.